les designers dans mon équipe sont allés à la gare de Lille avec un paquet de cookies, faire des tests avec le proto Figma sur le téléphone. Et en fait, ça marche hyper bien. Elles sont revenues avec plein d'inputs hyper intéressants qui ont alimenté en fait le rework des maquettes. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Product Leader Stories. On a le plaisir d'accueillir Oriane Ivanov, qui est Head of Product Design chez Lee & Co. Donc merci beaucoup d'avoir accepté notre proposition et pour ta disponibilité. Merci de votre invite. Avec plaisir. Oriane, est-ce que tu peux te présenter ton poste actuel et ton entreprise? Oui, donc je suis Head of Product Design chez Lee & Co. depuis un peu plus d'1 an maintenant. Okay. Lee & Co, c'est quoi? C'est le leader français des cartes cadeaux multi-enseignes. Donc, c'est des cartes que vous pouvez dépenser dans plus de 200 enseignes. La marque commerciale qui est un peu plus connue, c'est Illicadeau. Okay. Voilà. Les cartes cadeaux multi-enseignes, on peut les trouver, vous les avez peut-être déjà vues à côté des caisses, dans les grandes surfaces, ou potentiellement un CSE qui vous l'a offert pour Noël, un pote qui vous a offert une carte pour être sûr de faire plaisir, voire vous avez participé à un jeu en ligne et vous avez été récompensé à travers une carte cadeau. Donc en fait, il y a plein de canaux différents de distribution potentiellement des cartes cadeaux. Ça, c'est un peu le produit historique, c'est la carte cadeau physique. Okay. Et à côté de ça, Lee & Co a développé son portefeuille de produits. Et donc, on a aussi des e-cartes qui sont la version dématérialisée des cartes physiques, des cagnottes cadeaux et une billetterie remisée. Voilà, donc en fait, on a un portefeuille produit assez large. Et pour accompagner la gestion de ces différents produits, on a des solutions digitales qui sont proposées à nos clients. Donc, on a un site web grand public, Okay. un site dédié aux professionnels, pro.illicadeau.com, une plateforme de gestion de l'espace client, une app mobile pour gérer les cagnottes cadeaux et une plateforme destinée à la gestion des avantages CSE. Donc voilà, donc un portefeuille de solutions digitales assez large qui permet de gérer nos différents produits. Et donc moi, en tant que Head of Product Design, ma mission, mon rôle, c'est globalement de sublimer l'expérience de nos différents personas avec ces solutions digitales multiples. Donc à la fois sublimer le plaisir d'offrir pour nos acheteurs, qu'ils soient B2B ou B2C, et aussi sublimer le plaisir de dépenser pour nos bénéficiaires. Voilà, donc mon équipe façonne au quotidien un peu les parcours digitaux de nos différents personas pour leur faciliter la vie globalement. Voilà. D'accord, ok. Et c'est quoi votre position sur le marché aujourd'hui, sur le marché on va dire des cartes cadeaux en général? Leader sur la carte cadeau multi-enseigne physique. Ok. Et c'est quoi la proportion B2B, B2C là sur les parcours que tu peux avoir? C'est à peu près 70 B2B et 30 B2C globalement. D'accord, ok. Voilà. Ok, intéressant. En fait, le marché B2C est venu dans un second temps. C'est-à-dire qu'historiquement, notre cœur de cible, c'était vraiment le B2B. Et tout doucement, on s'est ouvert au B2C. D'accord. Ok. Et est-ce que tu peux expliquer un petit peu ton parcours? Comment tu es arrivé aujourd'hui à ce poste chez Lee & Co? Ouais. Alors, historiquement, ça remonte à un petit moment maintenant. J'ai un double master. J'ai un master de psychologie. Ok. Je suis détentrice, je suis psychologue en fait. Et j'ai aussi un master d'ergonomie cognitive des nouvelles technologies. Suite à ce double master, du coup, j'ai rejoint Dassault Systèmes. Ok. C'était vraiment les prémices du design à l'époque. Hein, on n'était pas beaucoup. Et donc, du coup, j'étais en charge d'assurer la transition de CATIA V4 à V5 sur l'un de leurs modules Digital Optimizer. Après ça, j'ai rejoint ESI Group, leader mondial sur les crash tests de voitures virtuelles. Ok. Donc un marché de niche, un peu, quelque chose d'assez spécifique. J'étais la première designer dans l'entreprise et donc mon rôle, c'était un peu de construire le pôle design, d'évangéliser, etc. J'y suis restée un petit moment, une bonne dizaine d'années, pendant laquelle j'ai eu mes 2 filles. Voilà. J'étais en région parisienne et en fait, j'ai eu envie alors aussi de quitter ce marché qui était finalement un marché de niche destiné à des utilisateurs très particuliers, très spécialisés, puisqu'on s'adressait à des PhD, etc. Enfin, les utilisateurs de nos solutions étaient vraiment des profils très particuliers. J'ai eu envie d'aller vers quelque chose de plus grand public, entre guillemets. J'ai eu aussi envie de rejoindre le Nord.
qui était ma région natale après une dizaine d'années en région parisienne. Et donc là, j'ai rejoint Sealand, éditeur de logiciels dans le domaine du retail. Donc voilà, hyper intéressant parce que du coup, j'ai le côté B2B2C. Et Sealand, donc pareil, j'arrive chez Sealand, pas de design, pas de département design, donc embauché pour construire, développer le mindset design, inculquer une culture un peu user-centrique, etc. Et en fait, très rapidement, Sealand est racheté par Cegid, gros acteur. Et là, du coup, je deviens lead UX chez Cegid, donc multi-BU, donc non plus seulement sur le marché du retail, mais toutes BU confondues. Donc chez Cegid, il y a des ERP, de la fiscalité, de la gestion des expertises comptables, solutions RH, etc. Donc là, je deviens lead UX sur l'ensemble des BU. Et puis finalement, Head of Product Design ensuite dans le cadre du rachat de Talentsoft, dont vous avez peut-être entendu parler, pareil, gros acteur sur le marché dans le domaine des RH. Donc la fusion des deux équipes, donc fusion de l'équipe design côté Cegid et l'équipe Talentsoft. Et donc là, voilà, grosse équipe qui globalement double à ce moment-là, avec des problématiques d'intégration, etc. D'accord. Et tu avais jusqu'à combien de personnes? 25 personnes. 25 personnes, ok. Voilà. Effectivement, c'est une équipe conséquente. Équipe conséquente, multisite. Ok. Voilà, en termes de management avec des problématiques de multisite. Moi, j'étais à Roubaix, puisque l'issue du rachat de Sealand, et avec globalement la moitié de mon équipe sur Lyon et l'autre moitié sur Paris. D'accord. Voilà. Et puis ce qui est intéressant, c'est que du coup, tu as connu au début de ta carrière plutôt de l'industrie, avec des produits plutôt industriels, et puis après, progressivement, tu es passé sur d'autres types de produits et maintenant plus retail. Complètement, ouais. Ok. Et la formation autour de la psychologie que tu as eu au départ, ça t'a servi après par la suite? Je pense que ça me sert. Ouais. Okay. Je pense que ça me sert. Oui, je pense que du coup, je pense avoir une approche peut-être un peu légèrement différente. En tout cas, il y a régulièrement des choses qui me reviennent en tête de ce que j'ai pu apprendre en psycho. D'accord. Alors, qui peuvent me servir soit dans le design, soit dans le monde du travail globalement de manière plus large. Oui, en fait. je vais comprendre. Ouais. Voilà. Et par exemple, lors d'interviews clients, tu as peut-être une sensibilité particulière à peut-être certains comportements Je pense que l'écoute est peut-être différente. D'accord. Voilà. Ok. Enfin, j'ose espérer en tout cas. C'est intéressant. Est-ce que tu peux m'expliquer aujourd'hui sur ton quotidien, est-ce que tu vois des spécificités sur le fait de faire du design chez Illienco par rapport à d'autres entreprises que tu as pu connaître? Je pense qu'il y a peut-être une spécificité, mais qui est plus due à l'historique d'Illienco. En fait, historiquement, c'est ce que je disais tout à l'heure, Illienco donc, a été créé il y a une vingtaine d'années pour disrupter le marché du chèque cadeau papier. Donc la carte cadeau multi-enseigne a été créée dans ce cadre-là. Et donc initialement, l'entreprise était très centrée physique. Ok. Voilà. Et finalement, il y a eu un virage assez tardif en 2021 suite à l'évolution des besoins de nos clients. Donc tout doucement une transformation vers le digital, alors qui s'est fait au début assez en douceur. Et puis en 2021, un gros coup d'accélérateur avec des recrutements massifs pour se muscler un peu en interne et acquérir des compétences un peu plus spécifiques. Et donc en 3 ans, on est passé de 10 personnes à 70 personnes sur les pôles tech et product. D'accord. Donc une croissance très très rapide qui finalement nous a obligés un peu à prendre en marchant. Et donc l'équipe design est arrivée à ce moment-là. Le premier designer est arrivé du coup assez tardivement, j'ai envie de dire, enfin en tout cas assez récemment, dans une organisation qui était en pleine construction. Voilà, et donc chacun était en train de trouver sa place et son rôle en même temps. Et je pense que du coup, ça, voilà, dans l'histoire de la manière dont le design s'est construit et dans la manière d'interagir avec les autres, dans les process, etc., je pense que ça a influencé pas mal les choses. Et aussi, alors un autre enjeu, je pense, qui fait la spécificité du design chez Illienco, c'est ce côté historique carte physique, finalement, nous amène aujourd'hui à une transition la transition qui se met en place aujourd'hui avec le digital nous amène à devoir réconcilier les deux mondes, c'est-à-dire le monde historique physique et le monde digital vers lequel on tend aujourd'hui. Et donc, il y a une grosse problématique de comment unifier le parcours client dans son omnicanalité, de sorte à ce qu'il y ait une continuité et un vrai parcours sans couture. Voilà. Ok. Mais c'est vrai que du coup, dans votre activité, l'omnicanalité est un peu au cœur parce que c'est carte cadeau,
le client peut potentiellement l'utiliser à chaque fois, soit sur le site, soit dans les magasins. Ouais, ouais, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'acheteur, par exemple, va acheter la carte en magasin, Ouais. va ensuite l'activer sur notre site. Alors, celles qui sont achetées en magasin n'ont pas besoin d'être activées, mais par exemple, quelqu'un qui achèterait notre carte physique sur un site, par exemple, va l'activer, va la transmettre au bénéficiaire, qui lui, potentiellement, pourrait vouloir la sécuriser ou consulter son solde ou voir dans quelle enseigne. Donc en fait, il y a différents touchpoints qui sont à différents endroits et moments. Et en fait, nous, notre taf, c'est vraiment d'assurer la continuité de cette expérience, quel que soit le moment et le canal finalement utilisé. Ok. Voilà. Ok, intéressant. Et aujourd'hui, le travail des designers au quotidien dans les différents parcours, comment tu as fait parce que justement tu disais que c'était nouveau et que l'équipe design s'est construite en même temps que les équipes produits. Comment vous avez fait pour vraiment intégrer en fait le travail des designers dans la conception du parcours et dans le quotidien de ces équipes? Alors moi, je suis quelqu'un de très pragmatique, donc vraiment, j'essaye de démontrer par l'exemple et en faisant, voilà, plutôt que de faire des grands discours. Et donc, c'est vraiment au quotidien, essayer de montrer la valeur du design pour donner envie aux gens de nous solliciter, faire preuve de pédagogie aussi pour leur expliquer que plus tôt ils nous contactent, mieux c'est. Et donc, vraiment, c'est un travail, j'ai envie de dire, de longue haleine, c'est-à-dire que c'est à force de répéter finalement et de montrer par l'exemple la valeur du design et la pertinence de l'intégrer au bon moment, finalement, que je pense qu'on arrive à convaincre et les gens sont contents de notre taf et donc finalement ça fait un peu boule de neige et voilà, un cercle vertueux. Et tu as un exemple de valeur ajoutée que vous avez réussi à montrer à un moment donné, peut-être sur un parcours pour lequel vous n'étiez pas sollicité au départ et vous avez réussi à montrer une valeur ajoutée particulière? Là, récemment, on travaille pas mal sur la refonte de la fiche produit, qui n'était pas à la base à la roadmap, c'est-à-dire que ce n'était pas quelque chose de planifié, et c'est nous, du fait de notre expertise, qui nous sommes dit, tiens, par rapport aux best practices du marché et aux analyses aussi en termes de parcours sur les heatmaps, etc., que nous sommes dit, il y a peut-être quelque chose à faire pour améliorer les choses. Et donc là, c'est vraiment, on était vraiment en mode proactif. Non pas en réponse au PM qui vient nous voir et qui nous dit tiens, j'aimerais que tu bosses sur tel sujet, mais plutôt en mode on a détecté ça, on pense qu'il y aurait un vrai sujet là-dessus, une vraie valeur à apporter, et donc on vous propose, et on est force de proposition sur le sujet. Et donc ça, c'est, voilà, plutôt que d'être dans une position un peu attentiste, entre guillemets, de venir être force de proposition et proposer un sujet, je trouve que ça marche finalement assez bien, d'autant plus quand après les KPI après mise en place sont plutôt positifs, quoi. Ouais, complètement. Et c'est vrai que ça, c'est un sujet que voilà, nous, on retrouve beaucoup dans beaucoup de missions. C'est comment réussir à convaincre voilà, de vraiment apporter cette démarche design. Donc, je pense que voilà, ce côté pragmatique là, dont tu nous Je pense que le parles, pragmatisme, c'est important. Et complètement. peut-être aussi, j'ajouterais le côté ne pas avoir peur de faire des baby steps. C'est-à-dire que des fois, on a tendance à vouloir attendre le truc parfait. Moi, je suis beaucoup aussi dans le truc de dire on va faire des petits trucs, des petits changements qui, de manière incrémentale, vont à la fin donner un truc super. Plutôt que d'être dans une position où on attend le Graal et puis en fait, peut-être ce Graal n'arrivera jamais. Donc, petits changements, petites transformations, petites steps qui tout doucement vont faire que l'expérience va cranter et en fait faire ses preuves au fur et à mesure. Et tu arrives à chaque fois à pouvoir mesurer voilà, l'ensemble voilà, des petits pas que vous faites. C'est quelque chose qui est assez naturel chez Ilienco ou c'est quelque chose que tu... Alors ça l'était pas, je trouve, quand je suis arrivée, ou en tout cas ça l'était moins. Et moi je suis très centrée data, donc effectivement j'essaye d'encourager mes équipes, et d'ailleurs ça fait partie de leur KPI eux à titre personnel, de vraiment en fait à chaque fois qu'ils mettent quelque chose en place, mesurer l'avant-après pour mesurer l'impact que notre équipe a eu. Et donc, en fait, on a des outils à disposition. On a du GA4, du Hotjar, etc. Et donc, je les encourage vraiment parce que c'est hyper important de pouvoir se dire est-ce qu'on a apporté quelque chose, oui ou non, et quelle était l'ampleur de cet évol, en fait. Et donc ça participe aussi à l'approche pragmatique dont tu parles. Complètement. Quand on est capable de dire effectivement, suite à, je sais pas, ce changement, on voit que le taux d'appel, par exemple, à notre service client a très largement diminué. Bon, bah, du coup, on rayonne assez largement dans la boîte puisque le service client se dit
assez canon. Grâce au design, finalement, on a moins d'appels, donc la charge de nos opérateurs est un peu allégée, quoi. D'accord. Et aujourd'hui, tu as combien de personnes dans l'équipe chez Yenko? J'ai 3 personnes dans mon 3 équipe. personnes, Ouais. ok. Et donc là, tu as connu chez CJ le fait d'avoir une équipe assez importante, donc tu avais 25 personnes, là tu as une équipe plus réduite. Quand on avait préparé ensemble, on avait discuté d'un sujet, moi qui me paraît particulièrement intéressant, et je pense que c'est une conviction qu'on partage sur le fait que ce qui est important derrière toute la démarche design, c'est aussi le mindset qu'il y a derrière. Et même quand on a peu de personnes, parfois peu d'outillage, c'est quelque chose qu'on peut infuser dans l'entreprise avec aussi de la frugalité. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus de tout ça, m'expliquer un petit peu comment toi tu fais au quotidien? Oui, complètement. Donc effectivement, la frugalité, c'est un espèce de fil rouge un peu dans notre approche côté design, mais pas que côté design, globalement chez Lienco. En fait, il faut savoir que il y a 4 valeurs de base chez Lienco. Ok. Et donc, il y en a 2, c'est la simplicité et l'audace. Ok. Et donc, c'est vraiment dans l'ADN de la boîte. Et effectivement, au quotidien, c'est un driver assez fort qui... cet aspect un peu sobriété et faire mieux avec moins, globalement. Et ça nous challenge, en fait, ça nous oblige à être hyper créatifs. Et c'est vrai qu'on dit souvent que la contrainte permet de faire émerger, stimule un peu la créativité. Et je trouve ça assez vrai. Alors, il y a quelques mois, par exemple, on s'était rendu compte qu'en fait, nos utilisateurs avaient un peu de mal. En fait, dans la mesure où on a plusieurs solutions digitales, il arrive que nos utilisateurs aient un peu de mal à savoir vers quelle solution se tourner ou se diriger. On avait détecté ce problème et on s'était dit, il faudrait qu'on les onboard un peu quand ils arrivent pour leur dire, va à droite ou à gauche selon ton besoin, finalement. À l'époque, on n'avait pas de bande passante côté dev, mais on s'était dit, il faut vraiment qu'on mette en place un quick win hyper rapidement pour stopper un peu cette problématique. Et donc, en fait, tout simplement, on s'est dit, bon, ok, réfléchissons, il faut qu'on les guide d'une manière ou d'une autre. Donc, un espèce de wizard. On n'avait pas commencé à mettre en place un outil de onboarding dédié à ça. Et donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on a comme moyen à notre disposition? Et en fait, il s'avère qu'on a du Typeform chez nous. Et on s'est dit, tiens, essayons de détourner l'usage de Typeform. Et donc, en fait, on a branché un lien qui s'appelle « Besoin d'aide pour me connecter ». L'utilisateur clique dessus et en fait, il clique vraiment, là, depuis mars, on a, je crois, 80 000 personnes qui ont cliqué sur ce bouton. Donc, en fait, on a un vrai... voilà, on a aidé beaucoup de personnes globalement. Et en fait, quand les gens cliquent sur ce bouton, ils arrivent sur ce qui ressemble à un questionnaire, en fait. Donc, step by step, on les guide, c'est-à-dire, vous êtes là pourquoi, vous êtes qui, vous êtes acheteur, vous êtes bénéficiaire, etc. Et de fil en aiguille, en fait, de question en question, sur ce questionnaire qui, en fait, n'en est pas vraiment un, à la fin, sur la dernière step, on leur dit, très bien, donc du coup, c'est à cet endroit-là qu'il faut que vous alliez. Donc, en fait, on a un peu détourné l'usage de Typeform pour finalement aider les utilisateurs et les onboarder sur notre mire de connexion. D'accord. Donc ça, c'est un exemple je trouvais, de projet qui était finalement assez réussi. Après, je disais tout à l'heure que j'étais quand même assez centrée data, et donc j'insiste pour qu'on fasse de la recherche, des tests, etc. Jusqu'à présent, on n'avait pas forcément d'outils dédiés, et donc on ne faisait pas appel à des panélistes pour recruter des utilisateurs, etc. Et donc, tout simplement, à plusieurs reprises, les designers dans mon équipe sont allés à la gare de Lille avec un paquet de cookies, faire des tests avec le proto Figma sur le téléphone. Et en fait, ça marche hyper bien. Elles sont revenues avec plein d'inputs hyper intéressants qui ont alimenté, en fait, le rework des maquettes. Et donc, voilà, ça a pris une demi-journée, un paquet de cookies. Et globalement, c'était hyper intéressant et pertinent. C'est ce qu'on appelle du guérilla test, vraiment. Ouais, mais en fait, ça marche tellement bien. C'est-à-dire que des fois, on se dit oui, on va prendre une licence mail, etc. En fait, des fois, finalement, un téléphone, un papier, un crayon et des cookies, ça marche, quoi. Ouais, c'est clair. Voilà, il y a quelques mois, on a aussi rebossé sur donner une nouvelle direction artistique à la homepage. Et là, pareil, plutôt que de passer par une agence, on a lancé un concours sur 99 Design pour vraiment arroser assez largement, en fait, des designers de tous horizons confondus. Et en fait, on a eu des propals hyper intéressantes, très, très diversifiées, du coup, qui ont permis d'alimenter un peu notre réflexion et d'apporter de l'eau au moulin.
tout en s'affranchissant des coûts d'une agence traditionnelle, j'ai envie de Ok, dire. super intéressant. Voilà. Et l'exemple dont tu parles sur le Typeform, au final, avec le recul, c'est quelque chose que vous allez après pérenniser avec une interface plus maison, ou en fait ça Alors, fonctionne bien comme ça et vous allez non, laisser comme ça? en fait, ce Typeform, il nous aide nous aussi parce qu'il nous permet de récolter la data et de savoir globalement quels sont les types d'utilisateurs qui sont les plus qui trouvent le plus difficilement leur chemin. D'accord. Donc en fait, nous, alors voilà, en fait c'est gagnant-gagnant parce que ça aide les utilisateurs à savoir à quel endroit ils doivent aller se connecter et ça nous aide nous pour se dire ok quelles sont les priorités, quels sont les axes sur lesquels il faut qu'on travaille pour guider au mieux nos utilisateurs. Donc du coup, voilà, c'est plus dans ce sens-là qu'on va s'en servir. Ok. À terme, le but étant que nos utilisateurs n'aient plus besoin d'un bouton, besoin d'aide, mais puissent eux-mêmes s'orienter correctement au vu des évols proposés, quoi. Ok. Voilà. Ah, donc ça va beaucoup servir pour la data et vous verrez après voilà, s'il y a besoin de pouvoir le remplacer par autre chose ou si en fait ça a fait son job sur un moment donné et qu'après vous n'en avez plus besoin. C'est ça. Le but ultime étant que nos interfaces soient suffisamment autoporteuses Ouais, pour se passer de ce Typeform, quoi. d'accord. Voilà. Et donc, en fait, on collecte plein d'insights intéressants à travers l'analyse de ces Typeforms, en fait. D'accord. Ça nous permet de détecter des incompréhensions, donc hyper intéressant. Ok. Voilà. Non, mais c'est vrai que je pense que c'est une approche qui peut beaucoup inspirer de personnes aussi, parce que c'est vrai que souvent on se met des barrières en se disant ah mais j'ai pas assez de monde, j'ai pas assez de moyens, j'ai pas assez d'outillage pour le faire, et c'est vrai que bon, parfois avec un peu de créativité, Je pense qu'il y a moyen de faire il y des a moyen de trucs faire des sympas choses. pour le peu qu'on ait envie. Et surtout qu'on ne se mette pas la pression en mode il faut que le truc soit parfait tout de suite. Voilà. Je pense que si on est en mode incrémental et je tente des petits trucs et je vois que ça marche et du coup je capitalise dessus et je crante un peu plus, en tout cas, je trouve que, enfin, il me semble que c'est la bonne approche pour du coup avancer et ne pas être dans l'immobilisme, mais tout doucement franchir des steps, quoi. Complètement. Et comment, parce que comme tu as une équipe assez restreinte, j'imagine qu'autour, vous avez plein de métiers différents qui contribuent eux-mêmes au parcours, que ce soit des équipes produits, des équipes métiers, voilà, qui contribuent directement au parcours. Est-ce que vous arrivez à aussi infuser une culture design parmi ces personnes-là pour qu'ils puissent aussi, voilà, eux, contribuer justement au travail que vous faites et aussi eux progressivement mettre l'utilisateur final toujours au cœur des réflexions. Alors, on essaye et je pense que finalement, c'est à travers certainement les questions qu'on pose ou à force de questionner un peu, parce que le taf du designer, c'est quand même de beaucoup questionner, challenger et pourquoi et est-ce que tu as pensé à ci et voilà. Je pense que du coup, ça leur infuse un espèce de mindset en mode ah oui, il faut peut-être que je creuse un peu plus loin et il faut peut-être que je me pose d'autres questions. Et je pense que ça finit par donner certains réflexes à certaines personnes, la manière dont on aborde les choses finalement et la manière dont on questionne en réunion, pendant des échanges, etc. Je vois qu'il y a quand même des automatismes qui se créent tout doucement et donc du coup une culture plus user-centrique de plus en plus qui se met en place et qui n'est pas non seulement portée par nous, effectivement, côté design, mais par les PM, etc., quoi. D'accord. Et ça fait écho, moi, à un sujet qu'on a aussi beaucoup avec nos consultants, c'est euh, quand tu as voilà, un interlocuteur métier ou en fait un nouveau besoin de fonctionnalité qui arrive, d'avoir un peu un minima de questions, enfin, de questions, d'éléments qui sont apportés et justement qui font référence aux grands enjeux de l'entreprise, qui font référence aussi aux utilisateurs. Est-ce que toi, c'est quelque chose sur lequel tu as déjà travaillé de dire un peu quel est le minimum requis pour que vous puissiez travailler De après sur un formaliser sujet? le cadre. Ouais. Alors moi, en général, ce que je dis à mon équipe, c'est le minimum, c'est de la data. Non, mais ça paraît bête, mais c'est donne-moi de la data qui m'illustre le problème ou qui me montre. Parce que des fois, certaines personnes arrivent avec il faudrait faire ci ou voilà. En fait, moi, c'est le pourquoi. Ok. Pourquoi il faut le faire? Montre-moi en fait quel est le vrai problème, mais montre-le-moi de manière chiffrée, en fait, Ouais. quantifiée, Et quoi. pas avec des convictions. C'est ça. Donc pour moi, ça c'est enfin, voilà, je pense que c'est la base. D'accord. Et ça permet de s'appuyer sur un socle solide et objectif plutôt qu'effectivement sur
je pense que. Oui, oui, c'est clair. Ok, super intéressant. Est-ce qu'il y a voilà, une perspective, une tendance sur laquelle vous travaillez particulièrement en ce moment ou quelque chose que toi tu vois émerger et qui t'intéresse, ouais, qui te rend enthousiaste, tu te dis, bah, là, en fait, il y a ça, et j'ai vraiment envie de creuser le sujet dans les mois ou années à venir. Alors, il y a quelque chose que je vois qui. Alors, c'est pas quelque chose que j'ai envie de creuser, mais c'est quelque chose qui va s'imposer et je pense qu'il faut accueillir le changement globalement. J'ai assisté à une conf chez Content Square là, il y a quelques semaines et je trouvais hyper intéressant. Alors, pareil, toujours data-centrique. Mm. Ils disaient qu'en fait, ils observaient vraiment dans les chiffres que le nombre d'utilisateurs humains diminuait au profit de l'utilisation par des agents IA. En fait, ils sont capables de détecter que le site web, globalement, est de plus en plus utilisé par des agents IA. Et en fait, j'ai trouvé ça hyper intéressant parce qu'on dit souvent, oui, explosion, etc. En fait, là, c'est vraiment c'est chiffré, c'est-à-dire il Ok. observe vraiment dans les comportements d'usage des sites Internet. Ok. Et il y avait des chiffres sur une proportion Alors, il n'y a pas de chiffres qui ont été donnés, mais moi, j'ai demandé a posteriori après la conf des chiffres, et donc j'espère bien les avoir. Et donc, j'ai trouvé ça hyper intéressant, globalement. Et donc, c'est quelque chose qu'il va falloir appréhender. C'est globalement, s'il y a de moins en moins d'utilisateurs humains et de plus en plus d'agents IA qui utilisent nos interfaces, globalement, qui n'utiliseront du coup pas les interfaces, justement, mais du coup, il va falloir qu'on réinvente un peu la manière de réfléchir. Et donc, notre métier, ça sera non plus seulement de faire de la recherche sur les besoins utilisateurs humains, mais du coup de faire de la recherche sur des besoins d'agents IA et d'essayer de comprendre quels sont leurs besoins et comment ils fonctionnent. Donc probablement qu'on ne construira plus des parcours ou des interfaces, mais des contenus un peu structurés. Ouais. Donc en fait, j'ai envie de dire, c'est juste une évolution du métier et en soi, il faut juste l'accueillir, en avoir conscience et je pense que le socle de compétences restera le même, c'est-à-dire explorer, analyser, comprendre, proposer des solutions. Juste la cible, en fait, sera un peu différente, j'ai l'impression. Et finalement, alors j'ai envie de dire, presque, ça sera peut-être plus facile, entre guillemets, parce que si on se dit que du coup, c'est plus du conversationnel qui va avoir lieu, bah, en fait, globalement, potentiellement, ça peut être peut-être plus facile que d'essayer de déchiffrer à travers un parcours utilisateur qu'est-ce qu'il a voulu faire quand il a cliqué là-dessus. Alors que là, finalement, avec une interface conversationnelle, peut-être que la personne nous dira je cherche une robe bleue pour aller à ma summer party. Et donc, finalement, les choses seront peut-être plus explicites. Voilà, je sais pas. C'est des questions que je me pose. Hein. Non, Je mais n'ai c'est pas, intéressant. pas la réponse, mais En fait, ce qui veut dire que déjà, vous, dans votre métier, il va y avoir aussi peut-être le fait de réfléchir à des parcours pour les agents. complètement. Donc, comment faire en sorte de faciliter aussi la tâche de l'agent. Donc, c'est un nouveau persona, en fait, à ajouter. Ouais, complètement, complètement. Alors, on commence déjà un peu à adresser le sujet parce qu'on bosse beaucoup avec l'équipe, par exemple avec le SEO manager, etc. Donc, tout ce qui est arborescence, structuration des données, tout, c'est déjà sur. En fait, on bosse déjà beaucoup en binôme sur ces sujets de contenu et de structuration du contenu, mais je pense que du coup, la place que va être prise par ces sujets va être D'accord. croissante. C'est-à-dire que demain, on va avoir des personas, peut-être des expériences maps dédiées aux agents qu'on va travailler particulièrement, quoi. Je pense je pense qu'il faudra y faire attention en tout cas parce qu'on ne pourra plus les ignorer globalement s'ils deviennent prépondérants. Ouais. D'accord. Ouais. Et au niveau par contre, pour l'utilisateur final qui va de plus en plus utiliser plutôt des interfaces conversationnelles, est-ce que là, il commence à avoir un peu je sais pas, un état de l'art, des premières études, des premières choses qui ressortent sur comment en fait on fait pour optimiser justement ces parcours qui sont plutôt sur du conversationnel? Alors nous, on n'a pas encore trop travaillé là-dessus, donc je ne pourrais pas répondre à ta question. Mais en tout cas, je trouve ça hyper intéressant globalement de se dire que voilà, les choses changent, les choses évoluent, il va falloir s'adapter, peut-être apprendre des nouvelles choses pour compléter un peu le corpus de nos connaissances. Et voilà, je pense qu'il faut l'accueillir comme un truc positif qui va nous faire apprendre des nouvelles choses, quoi, globalement. Puis je trouve que la bonne nouvelle, c'est que c'est aussi au cœur de la démarche design. Et à partir du moment où on est centré utilisateur, qu'on essaye d'éviter le maximum de biais et qu'on est centré sur l'usage, c'est un changement en plus à accueillir. Mais voilà, il n'y a aucune raison qu'on n'y arrive pas. C'est ça, je pense que le cœur du métier restera le même en fait. Exactement. Juste le domaine d'application, le persona cible sera différent. D'accord. Ok.
Et super intéressant. Merci beaucoup pour nos échanges et Avec merci plaisir. d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir.